Ok, salut guys! La vidéo d'aujourd'hui va débuter le troisième bloc de notre cours. Donc, dans le premier bloc, avant le premier intro, ce qu'on a vu, c'est comment manipuler plusieurs valeurs pour réaliser un problème, pour résoudre un problème à une reprise. Donc, j'avais donné en introduction au cours l'exemple avec les rapports d'impôts. Donc, on aurait pu gérer plusieurs valeurs comme votre numéro d'assurance sociale, votre adresse, votre statut marital, votre salaire, les différentes déductions que vous avez droit pour transport en commun, vos frais de santé, etc. Donc, on aurait pu prendre cet ensemble de valeurs-là, qui sont des données toutes différentes, mais représentées qu'une seule fois, et réussir à écrire une application qui calculerait combien d'impôts vous devez payer au gouvernement pour une année. Dans le deuxième bloc de cours, ce qu'on a vu dans le deuxième travail pratique, par exemple, c'est comment manipuler toute une série de données qui représentent sensiblement la même chose. Donc, on avait pris une carte géographique, on avait découpé en toutes petites parcelles de terrain afin de déterminer quelle était leur valeur, quel était le profit qu'on pouvait faire si on exploitait ce terrain-là. Alors, on remarque que dans le deuxième bloc de cours, ce qu'on a voulu faire, c'est manipuler plusieurs valeurs qui représentaient le même concept, si on veut, mais qui étaient toutes inclus à l'intérieur de la même donnée. Ce qu'on va vouloir faire dans le troisième bloc de cours, c'est continuer à analyser des données multiples, mais cette fois-ci, on ne sera pas limité à un seul type. Donc, si je reprends votre rapport d'impôt, mais vous, en tant que citoyen, vous avez plusieurs informations qui doivent être conservées. Ces informations-là ont des types différents et jusqu'à présent, la gestion de différents types devait être divisée dans différentes variables. Ce qu'on va apprendre dans le cadre du cours d'aujourd'hui, c'est comment assembler ces différentes valeurs en une seule donnée. Donc, tout ce qu'on a fait dans le premier et deuxième bloc devra être revu, mais cette fois-ci sur nos données complexes. Donc, on va apprendre à créer de nouveaux types dans VBA, déclarer des variables et associer des valeurs à ces nouvelles variables complexes. On va aussi vouloir manipuler ces variables dans des sous-programmes, donc on devra les passer en paramètres, les employer comme valeur de retour. On va aussi vouloir gérer des tableaux qui représentent plusieurs de ces données complexes-là, et on va aussi vouloir gérer des tableaux à l'intérieur de nos données complexes. Donc, essentiellement, tous les sujets qu'on a vus depuis le début de la session devront être revisités, mais dans un cadre différent, dans un cadre où on créera nos propres types dans VB. Alors, allons-y. Pour commencer notre mise en situation, prenons les deux exemples suivants. Donc, on a ici deux treillis qui ont été représentés dans des axes en 2 dimensions et en 3 dimensions. Donc, tout d'abord, notre premier treillis ici est formé de 5 points. On voit que les points peuvent être différents types d'appui. Donc, on a ici une goupille, on a ici un rouleau, ou bien il y a des points qui ne sont pas des appuis. Et chaque point peut être nommé. Donc, ici, on a nommé le rouleau comme étant le point C. De plus, on voit que en 2 dimensions, mon point C doit avoir 2 coordonnées. Ce point-là pourrait être situé en X à la valeur 10, alors qu'il pourrait être situé en Y à la valeur 2,5. Le même système a été représenté pour notre treillis en 3 dimensions. Donc ici, le point A, on voit qu'il n'a pas été associé à un appui. Il est tout seul, il est dans le vide. Donc, ce n'est pas un appui. Et on remarque qu'on a placé 3 valeurs pour représenter ces coordonnées. Donc, puisqu'on est en 3 dimensions, ça nous prend un X, un Y et un Z. Donc, on voit qu'on a à la fois des doubles au niveau de nos données. On a une chaîne de caractères ici pour représenter le nom de nos points. Et les rouleaux, les goupilles ou les encastrements pourraient être représentés par un dénombrement en entier pour vérifier quel est le type d'appui. Si j'essaie de représenter mon premier point à l'intérieur de mon treillis en 2e dimension, donc si dans ma variable .1, on tente de représenter ici l'ensemble de nos données, on voit qu'on a donné un nom à ce point-là, qui est la valeur C. On a également donné un type d'appui. Donc, puisqu'on a affaire ici à un rouleau, la goupille pourrait être le type d'appui numéro 1, le rouleau pourrait être l'appui numéro 2, les encastrements pourraient être l'appui numéro 3, et dans le cas du point A, on pourrait utiliser la valeur -1 pour indiquer que mon point n'est pas un appui.
Et on a également ses coordonnées. Donc, on a sa position. Dans ce cas-ci, la position pourrait être conservée à l'intérieur d'un tableau à 2 dimensions, puisque j'ai un tableau à 1 dimension, mais de 2 cases, puisqu'on a 2 coordonnées. Donc, on pourrait venir placer dans la première case l'axe des X, dans la deuxième case, l'axe des Y. Si on tente de faire le même schéma pour le point numéro 2, le nom de mon point va être un A. Le type d'appui, comme on l'a dit précédemment, on pourrait se servir de la valeur -1. Et pour ce qui est de mes positions ici, je pourrais avoir un tableau de 3 cases dans lequel on viendrait placer les valeurs 1.2, -4 et 2.5. Donc, on remarque que pour conserver que 2 points, on a besoin de 1, 2, 3, 4 variables plus 2 tableaux. Ça fait beaucoup d'éléments à passer en paramètres si on a à manipuler plusieurs points et si on veut conserver l'ensemble de ces informations-là. Donc, ce qu'on va tenter d'apprendre aujourd'hui, c'est de regrouper toutes ces données-là à l'intérieur d'une seule variable qui va posséder un type différent, un type qui est inexistant jusqu'à présent dans VBA. On va vouloir créer notre propre type. Alors, comme je viens de l'illustrer ici, on peut, en VBA, on peut créer de nouveaux types. Afin de modéliser une donnée complexe à partir d'un assemblage de données simples. Comme on peut le voir ici, nos 2 points sont constitués de 3 données, de 3 champs. Donc, lorsqu'on va vouloir venir créer notre type pour représenter un point dans l'espace cartésien, on devra utiliser le mot-clé type. On va venir donner un nom à notre type. Et on va devoir venir décrire chacun des champs qui représentent notre type. Donc, un champ va contenir une donnée s'il s'agit d'une donnée simple. Donc, ici, mon champ numéro 1 va posséder son propre type. Si j'ai un deuxième champ, comme par exemple le type d'appui, je peux utiliser des types qui sont différents d'un champ à l'autre, ce qui n'était pas le cas avec nos tableaux. Il est également possible d'avoir un tableau. Donc, lorsqu'on définit un tableau à l'intérieur d'un type complexe, notre tableau doit, la majorité du temps, être un tableau dynamique qui sera, dont la taille sera déterminée à la création de la variable. Et il est aussi possible d'avoir un champ complexe qui posséderait lui aussi différentes valeurs à l'intérieur. Lorsque vous avez terminé de décrire votre type, vous terminez sa description à l'aide de la balise nType. Donc, pour compléter cet exemple, si on tente justement de créer notre type pour représenter notre point cartésien, comme on vient de le mentionner juste ici, on doit utiliser la balise type pour commencer l'écriture de notre type. On donne un nom à ce type-là. Donc, en ce moment, on est en train de représenter un point cartésien.
Ensuite, on doit décrire quels vont être les champs qui seront à l'intérieur de notre type. Donc, on a décidé de représenter le nom de notre point sous la forme d'une chaîne de caractères. Ensuite, pour ce qui est du type d'appui, on se sert d'une valeur numérique pour représenter notre goupille dans ce cas-ci ou l'absence d'appui dans le deuxième point. Donc, le type d'appui est un entier. Alors que dans le cas de la position, on a à la fois un tableau de 2 cases, à la fois un tableau de 3 cases. Donc, le nombre de coordonnées à conserver pour nos points dépend si on a un point en 2 ou en 3 dimensions. La taille de nos tableaux peut varier. On sait que pour manipuler des tableaux à taille variable, on se sert de tableaux dynamiques. Donc, pour l'instant, dans la description de mon point cartésien, on ne sait pas encore si on est en 2 ou en 3 dimensions. C'est pour ça qu'on laisse les parenthèses vides. Puis, on vient spécifier la nature de chacune des cases de notre tableau. Donc, dans ce cas-ci, des doubles, on voit qu'on utilise des données, des réels, des données décimales pour représenter notre position. Quand j'ai terminé, j'utilise la balise EndType pour terminer ma description. Note importante, nous venons de décrire un type. Nous ne possédons pas encore de variable pour représenter ce type. Point cartésien est l'équivalent pour les entiers de integer. Donc, jamais, depuis le début de la session, vous êtes venu placer une valeur dans le terme integer. Integer est un type, est un mot-clé qui décrit des valeurs à l'intérieur de VBA. De la même façon, point cartésien ne sert pas à représenter mon point 1, ne sert pas à représenter mon point 2. On a ici deux instances de données complexes qui possèdent le type point cartésien, mais avant de pouvoir manipuler mon premier et mon deuxième point, on devra être en mesure de déclarer nos variables. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Avant de passer à la déclaration des variables, faisons un exemple dans VBA pour illustrer comment on pourrait déclarer un nouveau type. Donc, on a ici une playlist que j'ai créée sur Spotify que j'utilise lorsque je m'entraîne. Avec quelques manipulations du web, je suis capable d'obtenir la même information, mais dans un fichier Excel. Donc, on va vouloir représenter les différentes informations ici de ma playlist, mais à l'intérieur de VBA. On remarque que ce n'est pas toutes les informations qui vont être importantes de conserver. Okay? Donc, par exemple, chacune des lignes à l'intérieur d'Excel représente une chanson ou représente une tune de ma playlist, alors que l'ensemble des lignes représente la playlist également. Donc, il va falloir qu'on utilise deux types pour représenter cette information-là. Et les dernières colonnes, ce sont des artefacts que Spotify a créés quand j'ai sauvegardé la playlist dans Excel, mais ce n'est pas de l'information qui m'intéresse vraiment. Donc, on va vouloir commencer par conserver seulement les trois premières informations, la colonne A, la colonne B et la colonne C, par rapport à chacune des chansons qui font partie de ma playlist. Alors, on peut commencer par créer notre premier type. On remarque que les types se créent dans le haut du module, au même endroit qu'on viendrait placer les constantes, par exemple. Puis, donc, on va créer notre type chanson. La balise type indique qu'on débute la description de notre type, alors que la balise EndType indique que notre type il est terminé. Et rappelez-vous, ce qu'on vient placer ici, ce sont la description des champs. Donc, en fait, c'est un peu les colonnes qu'on va venir inscrire au niveau de cette description. Donc, chacune des chansons est représentée par son titre, qui dans ce cas-ci est une chaîne de caractères, de même que l'artiste, qui est également une chaîne de caractères, ainsi que l'album.
Si je veux représenter ma playlist au complet, je peux me faire un nouveau type. Donc, on pourrait déclarer le type playlist. Dans ce cas-ci, on va vouloir déterminer combien de chansons il y a à l'intérieur de notre playlist. Donc, on pourrait vouloir représenter le nombre de chansons. Dans ce cas-ci, on parle d'un entier. Puis finalement, on voudrait avoir la liste de ces chansons-là. Et là, c'est pas seulement le titre des chansons qu'on va vouloir conserver, mais l'information complète. Donc, on va devoir représenter notre liste avec un tableau. On regarde le tableau de façon dynamique parce qu'on ne sait pas encore combien de chansons il y aura à l'intérieur de chacune des playlists. Et différentes playlists peuvent avoir un nombre de chansons qui varie évidemment. Et là, le type de chacune des cases de cette liste-là, ce ne sera pas une chaîne de caractères comme on vient de le dire. On veut conserver chacun des 3 informations pour l'ensemble des cases. Donc, on va utiliser notre nouveau type complexe chanson pour représenter la multitude de morceaux qu'il y a à l'intérieur de ma playlist. Alors, pour déclarer une variable, les mêmes commandes qu'on a utilisées depuis le début de la session continuent à être employées. C'est donc dire qu'on doit utiliser le terme dim pour créer notre variable. On va venir placer un nom à notre variable. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser un des 4 types que l'on connaît, on va se servir d'un type complexe. Donc, le type qui est ici n'est plus restreint aux entiers, aux doubles, aux chaînes de caractères. On peut maintenant se servir de données complexes telles que notre point cartésien. Donc, si j'en fais un exemple, donc tout à l'heure, on a déclaré le point numéro 1. On peut commencer par nommer notre variable, point 1, et venir spécifier que son type est un point cartésien. Donc, on remarque que ce que j'ai choisi ici comme type, c'est le nom du type qu'on avait spécifié plus haut lorsqu'on a déclaré notre type. Sachez qu'à ce stade-ci, dans l'espace mémoire de notre point numéro 1, si j'essaie de schématiser cette variable-là, donc point numéro 1 est un espace mémoire qui ne contient pas qu'une seule valeur. Point numéro 1 contient l'ensemble des données qui ont été placées ici. Donc, le nom, pour l'instant, est une chaîne de caractères vide parce qu'on sait que toutes les variables textuelles commencent avec du texte vide. Le type d'appui est un entier qui commence à la valeur par défaut des entiers. Donc, dans ce cas-ci, 0. Et puisqu'on se sert d'un tableau dynamique au niveau de notre position ici est un tableau vide qu'on pourrait qualifier de empty. Il n'y a pas vraiment de case d'associer à ce tableau-là. Il n'y a pas encore de dimension qui a été attribuée. Si je veux démontrer le concept de déclaration de variable dans VBA, je dois commencer par me créer une application ou un test parce qu'on sait que nos variables sont contenues à l'intérieur d'un programme. On ne pourrait pas déclarer une variable au même endroit où on a déclaré les types. Dans le fond, ça ici, c'est une description, mais ça ne contient pas d'espace mémoire, alors que si je veux conserver des valeurs, bien, nos commandes dim doivent être placées à l'intérieur de ce programme. Ici, donc, je peux définir ma playlist d'entraînement, comme on l'a vu dans Spotify. Le type qu'on va employer pour représenter cette variable-là, c'est un de nos 2 types complexes. Donc, dans ce cas-ci, le type playlist. Si je tente de représenter ma chanson préférée, donc, c'est une chanson et non pas un ensemble de chansons, ce n'est pas une playlist. Donc, je vais encore utiliser un type complexe, mais dans ce cas-ci, on pourrait y aller avec celui qui est intermédiaire, le type un petit peu plus simple, la chanson. De la même façon qu'on l'a illustré au tableau, si je démarre l'explorateur de variables, si je démarre l'application, on peut voir que les 2 types de mes variables ne sont plus l'un des 4 types de base. Ce n'est pas un integer, ce n'est pas un double, ce n'est pas un string, mais bel et bien l'un des types qu'on a déclaré
préalablement. Puis si on regarde le contenu de chansons préférées, on y retrouve ces 3 champs qui ont été initialisés avec une chaîne de caractères vide, parce que du texte est initialisé avec cette absence de caractères lorsqu'on crée nos variables, alors que la playlist, ben, le nombre de chansons débute à 0 parce que c'est la valeur par défaut des nombres. Pour ce qui est de notre tableau, ben, on remarque que c'est un tableau dynamique. On le voit avec les parenthèses et l'absence de cases. Et tant qu'on n'aura pas redimensionné ce tableau-là, il va rester vide. Tel qu'on vient de l'expliquer, lorsqu'on déclare deux variables ou lorsqu'on déclare une variable d'un type complexe, l'ensemble de ces champs sont créés avec leur valeur par défaut basée selon le type de chacun des champs. Si on veut venir faire une modification ou si on veut venir écrire dans un des champs de notre donnée complexe, on doit tout d'abord être en mesure de spécifier sur quelle variable on veut travailler. Est-ce que je veux modifier une donnée qui appartient à mon premier point ou est-ce que je veux venir modifier une donnée qui appartient à mon deuxième point? Donc, dans la syntaxe qui va nous permettre d'accéder à une de ces données-là, on va tout d'abord commencer par accéder à notre nom de variable. Et ensuite, on doit venir choisir quel est l'un des 3 champs qui va devoir être modifié. Donc, avec un point, on peut venir spécifier l'un des champs à modifier. Et ensuite, on vient placer la valeur qu'on veut écrire. Donc, dans ce cas-ci, si je tente de venir placer le nom de mon premier point, on remarque que la valeur que je suis venu placer à l'intérieur de ma boîte de mémoire, c'est la valeur A. Donc, je vais venir écrire un A à l'intérieur d'un champ qui s'appelle le nom. Et ce champ-là appartient à quelle variable? Il appartient à mon point 1. Donc, lorsqu'on vient choisir une donnée complexe, puis qu'on place un point entre notre donnée complexe, entre le nom de notre donnée complexe et le nom d'un champ. Donc, en plaçant un point, on vient accéder à soit notre nom, soit notre type, soit notre position. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi son nom et je peux venir récupérer sa valeur. Admettons que je voudrais venir donner une dimension à mon tableau de position. On sait que la commande qui agrandit la taille d'un tableau est le redim. Donc, le redim ici me permet de modifier la taille d'un tableau. Mon tableau est dans le champ position, mais avant de pouvoir accéder à mon champ position, je dois être en mesure de spécifier est-ce que je veux accéder aux positions du premier point ou aux positions de mon second point. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, on travaille sur notre premier point. En plaçant notre séparateur syntaxique, j'ai maintenant accès soit au nom, au type d'appui ou à la position. Donc, puisque je veux changer la taille d'un tableau, on choisit le champ position. Et entre parenthèses, comme on le ferait avec un tableau normal, je peux venir spécifier le nombre de coordonnées que j'avais besoin pour représenter mon point 1 qui était un point en 2 dimensions. Donc, je viens placer le nombre de cases qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, le tableau vide serait remplacé maintenant par un tableau de 2 cases rempli à 0. Si je veux effectuer la lecture d'un champ, donc on sait qu'en lecture, il faut juste inverser notre instruction. Donc la valeur lue va être placée à gauche d'une assignation. À droite d'une assignation, je dois savoir est-ce que je vais aller récupérer une donnée dans mon premier point ou dans mon deuxième point. Donc, si en ce moment, je m'intéresse au type d'appui de mon deuxième point, je dois commencer par aller spécifier le nom de ma variable. Et ensuite, avec le séparateur syntaxique, aller chercher le champ qui m'intéresse. Donc, dans cet exemple, la donnée que je vais aller récupérer dans mon point 2
Donc, en utilisant le nom de ma variable .2 ici, j'ai accès à mes 3 données. Quand je viens placer un point, je dois venir choisir est-ce que je parle du nom, est-ce que je m'intéresse au type d'appui ou est-ce que je m'intéresse à la position. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller chercher le type d'appui. Si j'avais tenté d'aller chercher la position en Z ici de mon point, j'aurais pu recommencer ma lecture à l'extérieur. Je n'ai pas le choix de toujours redémarrer à partir de ma donnée complexe. Avec mon point, j'aurais pu accéder à mon tableau de position. Mais puisque position est un tableau, pour aller chercher une de ses valeurs, je dois placer l'indice de sa case entre parenthèses. Dans le même ordre d'idée, si j'essaie de placer des valeurs à l'intérieur de la variable chanson préférée, je vais devoir commencer par accéder à ma variable et ensuite, grâce au point, on peut venir choisir l'un des 3 champs qui nous intéressent. Donc, sachez que dès que vous allez taper le point dans VBA, les différentes options qui vous sont admissibles vont apparaître. Donc, on pourrait commencer par écrire le titre de cette pièce-là. Donc, ici, puisque c'est du texte, on doit placer le nom de la chanson entre guillemets. Puis, pour continuer à remplir les différents éléments, encore une fois, là, on est en train de gérer 3 chaînes de caractères. Et à toutes les fois que vous allez vouloir ajouter un élément à cette variable-là, vous devrez redémarrer avec votre variable. Donc, il faut réécrire la variable à chaque fois, replacer un point à chaque fois pour venir faire une nouvelle sélection au niveau des champs à modifier. Si on lance l'application, on remarque qu'avant de commencer à écrire à l'intérieur de ma variable chanson, on voit que les 3 chaînes de caractères sont vides, mais à toutes les fois qu'on avance d'une étape, il y a une chaîne de caractères qui se transfère au bon endroit au niveau de la variable, dépendamment du champ qu'on aura choisi lorsqu'on fait nos assignations. Pour ce qui est de notre playlist, on va tenter de venir placer les 5 premières valeurs à l'intérieur de notre variable playlist. Donc, cette variable-là, c'est important de comprendre que ce n'est pas un tableau. C'est une donnée qui est une variable normale. Oui, c'est une donnée complexe, mais c'est une variable normale. Alors, pour réussir à accéder au tableau, il va falloir qu'on entre à l'intérieur de notre playlist. Pour aller choisir un des 2 champs de notre variable complexe, on doit commencer par accéder à la variable normale, playlist entraînement. À l'aide du point, on peut aller à l'intérieur de notre donnée complexe, donc faire un choix entre le nombre de chansons ou la liste. Donc, par exemple, on voudrait venir inscrire les 5 premières chansons de la playlist. Ensuite, on peut commencer à s'attaquer au tableau. Donc, on peut choisir la valeur liste. Et comme cet élément-là est un tableau à une dimension, on le voit avec l'utilisation des parenthèses qui est juste ici, il va falloir qu'on vienne placer entre parenthèses le numéro de la case qu'on va vouloir accéder. Et là, ça va être important de comprendre la notion d'expression courante. Playlist entraînement est une expression courante qui est de type playlist. Donc, je n'ai pas le choix d'aller explorer son contenu à l'aide d'un point. Ensuite, si on choisit le terme liste, le champ liste, mon expression courante a augmenté. Donc, dans ce cas-ci, le type associé à mon expression courante, playlist entraînement.list, c'est un tableau de chansons. Donc, comme dans n'importe quel tableau, on choisit une case entre parenthèses. Et donc, mon expression courante qui représente playlist entraînement.list parenthèse 1 parenthèse, la première case de ma playlist d'entraînement, c'est une expression courante qui représente le type chanson. Donc, à l'intérieur de cette donnée complexe, je peux placer un autre point pour venir choisir le titre de cette première chanson-là. Et là, si on suit ce qu'on a écrit dans Excel, on peut venir insérer notre donnée à l'intérieur. Si je veux aller chercher la deuxième, si je veux modifier le titre de la deuxième case, j'ai juste à changer l'indice de ma case. Donc, on retrouve la même chanson que tout à l'heure.
Puis on peut le faire une troisième fois avant de passer à un test pour vérifier si ça fonctionne bien. Si on lance l'application, on remarque que la chanson s'est créée correctement comme on l'a démontré tout à l'heure. Alors que si on tente de modifier notre playlist, bien ici, tout d'abord, cette playlist-là, elle est vide initialement, le nombre de chansons est à 0, le tableau est vide. C'est important de remarquer que le tableau est vide. On voit qu'on est capable de transférer adéquatement le 5 au niveau de notre playlist. On va vouloir inscrire 5 chansons à l'intérieur de cette playlist-là. Sauf que dès que je vais tenter de placer une donnée à l'intérieur de mon tableau, on voit déjà que l'annonce de VBA nous indique qu'il y a un problème avec le range de notre tableau. L'indice n'est pas à l'intérieur des bornes maximales du tableau parce que le tableau n'existe pas encore. Donc, avant de pouvoir utiliser le tableau list, il va falloir s'assurer qu'il y ait la bonne dimension. Donc, on devrait faire un agrandissement du tableau qui est contenu dans notre donnée complexe. Et c'est avec cet agrandissement-là qu'on va pouvoir commencer à placer des données à l'intérieur. Donc, en ce moment, suite au redeem, la liste n'est plus vide. C'est maintenant une liste de 5 chansons. Ces 5 chansons-là n'ont pas de contenu encore parce qu'on vient de créer l'espace mémoire qui leur est associé. Mais puisque la case existe maintenant, bien, il n'y a plus de crash lorsque j'essaie de placer le premier titre dans ma chanson numéro 1. Et si on regarde, le titre numéro 2 et le titre numéro 3 peuvent être placés également. Donc, important de se remémorer, lorsque vous allez travailler avec des types complexes, il faut s'assurer de redimensionner les tableaux avant de commencer à écrire à l'intérieur. Et aussi, une de vos tâches va être de savoir quand est-ce qu'on utilise le point, quand est-ce qu'on utilise les parenthèses et à quel moment on peut juste utiliser un champ normal. Dans ma dernière démonstration, j'ai utilisé un terme super important qui est l'expression courante. Donc, en fait, on va prendre le temps de le définir et de l'expliquer. Une expression courante, c'est l'assemblage des différentes variables, champs et parenthèses qui permettent d'accéder à une donnée. Donc, ici, on pourrait dire que c'est l'assemblage des variables, champs et numéros de cases qui permettent d'accéder à une donnée. Donc, j'ai établi l'ancien exemple qu'on avait utilisé en début de séance, où est-ce qu'on a nos points cartésiens qui nous permettent de représenter les 5 points d'attache du treillis. Puis j'ai aussi pris le temps de déclarer le type treillis. Donc si on se déclare une première variable qui représente cet ensemble-là, je pourrais définir ma variable pont de type treillis. Et on peut naviguer à travers cette variable-là en augmentant l'expression courante. Okay? Donc, par exemple, si j'écris un pont, point nombre de points, on a 2 niveaux au niveau de notre expression courante. Tout d'abord, quand j'ai commencé par écrire un pont ici, on avait une expression courante de type treillis. Puis ensuite, en plaçant un point, on est venu augmenter notre expression courante en observant ou en entrant à l'intérieur de notre structure. Donc ici, j'ai une deuxième expression courante et cette expression-là représente plutôt un entier. Si je tente d'aller utiliser la liste, on pourrait avoir la même séquence, mais cette fois-ci, allons-y étape par étape. On commence toujours par accéder à la variable la plus complexe qu'on possède. Donc, dans ce cas-ci, ma variable, c'est un pont. Si je veux aller chercher un des 5 points qui seraient inclus au niveau de ma liste, je n'ai pas le choix de démarrer mon accès à partir de ma variable la plus grosse. Donc, encore une fois, ici, là,
l'expression courante un pont représente un treillis. Puisque je suis en présence d'une structure ou d'une donnée complexe, je n'ai pas le choix d'utiliser un point pour aller choisir soit mon nombre de points ou ma liste. Donc dans ce cas-ci, allons voir la liste. À toutes les fois que vous allez ajouter un élément au niveau de votre expression, l'expression courante change. Donc cette fois-ci, mon deuxième niveau, un pont.liste de points, a un type différent de mon premier exemple. Le type qui est associé à cette expression courante-là, ça pourrait être un tableau de points cartésiens. On sait que c'est un tableau parce qu'on a utilisé des parenthèses lors de la définition de notre type, puis les points cartésiens avaient été établis juste à côté. Fait que puisqu'on est en présence d'un tableau, la prochaine étape qu'on doit faire, c'est choisir une case avec des parenthèses. Donc, je pourrais vouloir aller chercher, je pourrais numéroter mes points. Là, ça pourrait être le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Si je veux aller chercher des données sur ce point-là, je veux accéder à mon quatrième point. Donc, j'avais un tableau de points, mais cette fois-ci, je suis venu en choisir qu'un seul avec la paire de parenthèses. Donc, en troisième section, ici, mon expression courante a changé. Je suis passé d'un treillis à une de ces sections, le tableau de points, mais j'ai choisi une de ces cases. Donc, en fait, un pont.liste point entre parenthèses 4 représente un point cartésien, le quatrième. Et comme toute cette expression-là est maintenant de type point cartésien, je peux encore une fois aller à l'intérieur, rechercher de l'information. Donc, si je place un autre point, je n'ai pas le choix de placer un point ici parce qu'on est en présence d'une donnée complexe. Donc, quand je place un point, je pourrais, par exemple, aller chercher la position. Et cette fois-ci, position est aussi un tableau. Donc là, à ce stade-ci, un pont.liste.4.position, on est en présence d'un tableau de double. Et finalement, on pourrait arrêter notre exploration en allant choisir un de ces doubles-là. Si je mets un 2 ici, je suis en train de parler de ma composante en Y. Et à ce stade-ci, on est en présence d'un seul double. Et quand on atteint un type natif, un type simple, on ne peut plus aller plus loin dans notre exploration. Les deux exemples que je viens de démontrer illustrent la nouvelle complexité à l'intérieur de notre cours. La logique va être un peu moins compliquée que ce que vous avez eu à faire au niveau des travaux pratiques basés sur les tableaux, au niveau des exercices basés sur les tableaux, mais ce qui va devenir plus compliqué, c'est la séquence syntaxique à écrire pour atteindre les différentes données qu'on veut manipuler. On voit que nos instructions, elles commencent à se complexifier, pas au niveau de la logique, mais au niveau de la syntaxe. Il faudra savoir quand est-ce qu'on met des points, quand est-ce qu'on met des parenthèses et pas se mélanger à travers ça. Les schémas vont devenir super importants pour bien comprendre quand est-ce qu'on est en présence de tableaux, quand est-ce qu'on est en présence de données complexes. En fait, vous aurez 3 règles à suivre lorsque vous allez gérer vos expressions courantes. Tout d'abord, on voit dans les 2 premiers cas que lorsqu'on est en présence d'une donnée complexe, un pont était de type treillis. Un treillis, ce n'est pas juste une donnée, c'est une panoplie de données. Donc, quand on est en présence d'une donnée complexe, on peut ajouter un point Donc, on ajoute un point pour choisir le prochain champ à observer. Maintenant qu'on a choisi un champ, des fois le champ va être de type simple, des fois le champ va être un tableau, ou d'autres fois, le champ serait encore une structure. Si mon champ serait encore une structure, on aurait juste à réutiliser notre règle hop et choisir un point supplémentaire pour aller plus loin dans l'exploration de notre variable. Mais si on est en présence d'un tableau, ce n'est pas le point qu'on doit utiliser. Donc, deuxième règle, quand l'expression courante est un tableau,
Que ce soit un tableau de données simples ou un tableau de données complexes, ça n'a pas d'importance. Il faut commencer par choisir une case avec une paire de parenthèses. Donc, on est venu placer un point ici au début de notre expression courante parce qu'un pont était un treillis. Puis ici, on est venu placer des parenthèses parce que liste point était un tableau de points ou que position était un tableau de double. C'est seulement lorsqu'on a placé nos parenthèses au niveau de notre tableau de points qu'on a pu avoir un point après. Quand on choisit une des cases du tableau de données complexes, on est en présence d'une structure complexe, donc on a réutilisé la règle A pour poursuivre notre exploration. Finalement, on remarque à la fin que au niveau de notre entier ou au niveau de notre double, on ne peut pas ajouter de points, on ne peut pas ajouter de parenthèses. Donc, quand l'expression courante est un type simple, donc quand je parle de type simple, je parle des 4 types de base, l'entier, l'integer, le double, le string et le booléen. Donc, quand notre expression courante est un type simple, on ne peut pas continuer à augmenter l'expression courante. Alors, lorsque vous allez écrire vos instructions, vous allez devoir répéter l'étape A et B jusqu'à ce qu'on se rende à l'étape C ou bien jusqu'à ce qu'on se rende au type désiré. Donc, avant de poursuivre, sachez que j'ai pris le temps d'ajouter une 4e colonne manuellement à l'intérieur de notre valeur d'Excel. J'ai rajouté la durée de chacune des chansons de la playlist. Et le même changement se reflète également au niveau de VBA. Donc, le type date est un type qui existe déjà à l'intérieur de VBA. Vous aurez à l'utiliser probablement dans votre TP3. Ce type-là permet de conserver des dates ou des heures. On va utiliser les heures comme étant un moment qui nous permet de conserver la durée des chansons. C'est un petit peu sketch comme façon de faire, mais ça va nous permettre de réaliser ce qu'on veut. J'ai aussi écrit une fonction, la fonction chargée, qui permet de prendre l'ensemble des données qui est contenu dans Excel et de l'amener dans VBA. Je vous montrerai au prochain cours comment réaliser cette action-là. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est simplifier le plus possible mon test et pas avoir à écrire manuellement les 20 ou 25 chansons qui font partie de la playlist. Donc, si on lance le test, actuellement, on voit que la playlist, elle est remplie au complet avec les 42 chansons qu'il y a dans Excel et chacune des valeurs qui sont ici possède des données, c'est-à-dire le titre, l'artiste, l'album, de même que le temps de la chanson. Ici, les timestamps sont représentés sous la forme d'une heure, donc c'est pour ça qu'il écrit minuit 3:21, même si la chanson fait 3 minutes 21 secondes. Donc, on va ignorer les heures au niveau de notre timestamp, puis on va avoir l'information qui nous convient. C'est pas super facile d'observer l'ensemble du contenu de notre playlist sous ce format-là. Donc, une des premières choses que vous voudriez faire sûrement, c'est d'afficher les données. Et là, comme on l'a vu avec les tableaux à une dimension et les tableaux à 2 dimensions, l'affichage par message box de données complexes n'est pas possible dans VBA. On sait d'avance que puisqu'il y a plus qu'une valeur à l'intérieur de ma playlist, l'instruction suivante va crasher. On peut bien le tenter de l'exécuter, mais ici déjà on voit VBA n'est pas capable d'utiliser les types que vous aurez définis. User Defined Type, c'est ça que ça veut dire. Les types que vous avez définis ne sont pas compris par le message box. Donc, on va devoir utiliser la même stratégie qu'on avait fait avec les tableaux à une dimension ou les tableaux à 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on devra se créer un message sous la forme d'une chaîne de caractères. Ce message-là devra être créé par une fonction, dans ce cas-ci, contenu playlist.
et on va envoyer notre variable en paramètres pour la transformer sous la forme d'une chaîne de caractères. On remarque que je suis en train de vous démontrer comment transmettre des valeurs en paramètres. Je suis également en train de vous montrer comment recevoir des données en paramètres. C'est ce que je vais expliquer dans le prochain bloc théorique. Comme on vient de le voir dans notre exemple en VBA, on doit maintenant apprendre à retourner des valeurs de retour sous la forme de données complexes et en transmettre en paramètres. Donc, commençons par les valeurs de retour. Donc, pour retourner une valeur dans une fonction, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas plus compliqué qu'avec les données simples. Donc ici, là, c'est exactement la même chose qu'est-ce qui a été vu au cours 3, donc qu'avec les données simples. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que votre fonction possédera sûrement un nom, aura potentiellement des paramètres, et si vous voulez retourner une donnée complexe, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de spécifier le type complexe que prendra la réponse de votre fonction à droite de votre fonction. Ensuite, comme on a pris l'habitude de le faire depuis le début de la session, on va se déclarer un résultat qui possédera le même type complexe que ce que vous venez de définir comme type de retour. Donc ici, le type qui est placé là doit obligatoirement être le même type qu'en haut. Là, évidemment, l'objectif de votre fonction est de calculer le résultat, de calculer la valeur de chacun des champs probablement. Donc, il faudra accéder aux champs de votre type complexe. Et les valeurs que prendront ces champs-là, ça dépend de l'application. Puis, à la fin de votre fonction, lorsque vous aurez terminé d'en faire son résultat, il faut retourner notre valeur de retour, notre résultat, en écrivant ou en transférant sa valeur à l'intérieur du nom de fonction. Donc, c'est exactement les mêmes étapes que lorsque on utilisait des fonctions normales. Pour ce qui est de l'appel, tout ce qu'on doit faire, c'est se déclarer une réponse qui, encore une fois, aura le même type complexe que ce qui a été défini en haut. Donc, le type complexe qui est ici fait référence au résultat et à notre nom de fonction. Et pour récupérer le résultat d'une fonction, on sait depuis maintenant presque 1 mois et demi qu'il faut transférer, qu'il faut placer notre fonction à droite d'une assignation et que celle-ci va transférer sa réponse dans la variable de gauche. Donc, le nom de la fonction doit être placé à droite de mon assignation et on place les paramètres si nécessaire. Donc, à la fin, le résultat qui est là se transfère dans mon nom de fonction et ce qui est dans notre nom de fonction se transfère au niveau de la réponse. Donc, c'est comme si on avait associé le résultat à notre réponse. On peut en faire un exemple simple. Donc, tout à l'heure, on parlait des points cartésiens. Si je veux créer un point cartésien, je vais le faire à l'envers ici. Là. Donc, si je veux avoir, par exemple, un nouveau point, qui va être de type point cartésien, ce nouveau point-là peut avoir été créé par une fonction. Et par exemple, si je voudrais créer l'origine, je peux envoyer le nom de mon point à ma fonction d'abord, et ensuite ses coordonnées en X et en Y. Donc, on voit ici que on transfère les 3 données de base de façon séparée. Donc ici, j'ai accès à une string, alors qu'on envoie les 2 coordonnées de notre tableau sous la forme d'un X et d'un Y. Puis, à la fin de ma fonction, celle-ci va transférer le nouveau point à ma variable. Donc, ce que je veux récupérer, c'est ma donnée complexe qui contient le nom,
dans ce cas-ci la chaîne de caractères qu'on vient d'envoyer, qui contient un type d'appui. Dans ce cas-ci, mon type d'appui, on pourrait placer la valeur -1 par défaut. Et les positions, ben, en ce moment, je travaille avec un point en 2 dimensions. On pourrait placer les valeurs 0 et 0. Pour réussir à faire ça, on a juste à suivre notre template. Donc, au niveau de nos fonctions, on l'a déjà dit, notre fonction allait s'appeler créer point. Dans ce cas-ci, j'ai 3 paramètres qui sont tous des données simples, donc on les reçoit par valeur. On a déjà identifié le type de nos 3 paramètres. On est en présence d'une string et de 2 doubles. Mais le plus important est le type de retour de ma fonction. Désolé ici si ça devient le fouillis, mais on veut retourner un point cartésien. Pour réussir à faire ça, on aura à déclarer notre point cartésien. L'objectif de notre fonction est de transférer les valeurs à l'intérieur. Quand on aura fini notre fonction, ça va être important de retourner notre point au niveau de notre test. Donc, dans créer point, on pourrait venir placer le point qu'on vient de se déclarer. Et juste pour en faire un exemple, ici, je pourrais venir placer le nom au niveau de notre structure. Donc, le but est de créer notre point champ par champ. Ici, je manque un petit peu de place, donc pardonnez-moi d'en faire juste un. Mais dans le fond, on pourrait venir associer le nom qu'on a reçu à notre point en 2 dimensions. Je pourrais aussi venir faire la deuxième ligne où est-ce qu'on a dit qu'on allait initialiser le type d'appui. Et par défaut, on pourrait dire que dans notre treillis, les points ne sont pas un appui. Donc là, évidemment, il manque quelques lignes pour compléter l'assignation du X puis du Y. Mais l'objectif était que vous compreniez comment on allait faire pour retourner notre valeur. Donc, le point qui est créé en bas va se transférer au niveau de nouveaux points parce que les variables qui sont ici sont toutes cohérentes au niveau du type et que je n'ai pas oublié de faire mon transfert à la fin de ma fonction. Prenons le temps d'illustrer aussi comment on retournerait un tableau complexe. En fait, il n'y a pas vraiment de différence non plus avec ce qu'on fait normalement avec les données simples, mais je vais l'illustrer quand même. Donc, si ma fonction, à la place de retourner un type complexe, retourne un tableau complexe, la fonction que vous allez créer aura un nom de fonction. Donc, en même temps, je vais pouvoir illustrer les différences avec une valeur de retour normale. Et comme on vient de le dire, ce qu'on allait retourner ici serait de type complexe, mais on ne retourne pas qu'une seule valeur, on veut en retourner plusieurs. Donc, on place des parenthèses à la fin de notre type pour indiquer que notre valeur de retour est un tableau. Ça veut dire que notre tableau de retour aura également des parenthèses et sera de type complexe. Donc, encore une fois, là, le type qu'on utilise en haut ici va être le même qu'en bas et parce qu'on est venu placer des parenthèses au niveau de notre type complexe, on devra retourner un tableau et le déclarer comme étant un tableau dynamique. Dans les étapes de notre procédure qui nous permettent de retourner des tableaux, on a dit qu'on devait calculer la taille de ce tableau-là. Le nombre de cases qui allait être ici devrait être calculé. Puis ensuite, on doit agrandir notre tableau ou y définir sa bonne taille. Donc, on utilise la commande redim pour associer un certain nombre de cases à notre tableau. Comme c'était le cas tantôt où est-ce qu'on venait calculer la valeur de chacun des champs à l'intérieur de notre fonction, bien ici on veut aussi calculer la valeur de chacun des champs, mais on n'a pas plusieurs champs à calculer, on a plusieurs champs sur plusieurs cases. Donc notre objectif va être de passer sur chacune des cases une par une. Les commandes qu'on a apprises qui manipulaient des tableaux de données simples
sont encore utiles. Donc, le U-bound existe, le L-bound existe également. Si on avait un tableau à 2 dimensions, on pourrait utiliser U-bound,1 pour connaître le nombre de lignes, U-bound,2 pour connaître le nombre de colonnes. Donc, c'est pas parce qu'on a un tableau complexe que nos commandes changent. Puis, à l'intérieur de notre boucle de parcours, ben, notre objectif ici, ça va être de manipuler la IM-case du tableau, mais pour un champ en particulier. Et finalement, comme c'était le cas avec notre valeur de retour sur une fonction standard, on doit transférer notre tableau dans le nom de la fonction à la fin de celle-ci. Pour ce qui est de l'appel, ben on se remémore que on doit obligatoirement utiliser un tableau dynamique pour récupérer la valeur de retour d'une fonction et que c'est la fonction qui va s'occuper d'attribuer la taille à notre tableau. OK, donc pour ce qui est des paramètres, juste petite mise en situation, ici on a défini 2 points, le point supérieur gauche et le point inférieur droit d'un rectangle. J'ai déclaré mes 2 points, j'ai défini leurs coordonnées. Ici, j'ai utilisé des X et des Y au lieu d'un tableau juste pour simplifier mon exemple. Et ce qu'on voudrait faire, c'est créer le rectangle qui est associé à ces 2 points-là. On voudrait avoir les coordonnées complètes du rectangle. Donc, il va falloir que je sois en mesure de transférer mes 2 valeurs en paramètres à ma fonction et que je sois en mesure de récupérer probablement une forme géométrique. Donc, le carré que je veux récupérer va être égal à une fonction qu'on pourrait appeler créer carré. Puis, on va transférer nos 2 coins à cette fonction-là. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que lorsque je fais l'appel à ma fonction, j'ai pris mes 2 variables, je les ai placées au niveau de ma valeur de retour, mais je n'ai pas ajouté d'éléments syntaxiques différents, j'ai pas mis de parenthèses, j'ai pas mis de points, j'ai juste placé les 2 noms de mes variables au bon endroit dans la liste des paramètres. Donc, pour ce qui est de vos paramètres effectifs, il n'y a aucun changement avec par rapport à nos données simples. C'est-à-dire qu'on fait juste placer le nom des variables au bon endroit dans la liste des paramètres. Par contre, pour ce qui est des paramètres formels, lorsqu'on va déclarer notre fonction, il va falloir qu'on identifie que les 2 premiers paramètres ne sont pas justement des données simples. Il va falloir qu'on utilise la bonne syntaxe pour mentionner qu'ils sont de type complexe. Donc, à chaque fois qu'on va transférer une donnée complexe, donc tous les paramètres complexes vont devoir être déclarés de la même façon. Donc, comme c'était le cas avec nos tableaux, en fait, dès qu'on transfère une variable qui possède plusieurs données, l'utilisation du byref est obligatoire. Donc ici, je n'aurai pas le choix de déclarer mes 2 paramètres byref. Puis, ben, évidemment, le type complexe doit être mentionné lorsqu'on vient identifier nos paramètres. Donc, si on écrit
l'entête de la fonction qui serait représentée par cré carré. Cette fonction-là pourrait retourner un tableau de 4 points, mais devra recevoir en paramètre 2 points d'abord. Donc, on pourrait placer le coin gauche en premier et son type c'est un point. Ensuite, on pourrait définir le coin droit en deuxième. Donc, on remarque que nos deux paramètres sont transférés by ref. Et on pourrait venir spécifier que cette fonction-là retourne plusieurs points grâce aux parenthèses. Mon objectif ici n'est pas de faire le calcul de la fonction, c'est juste de vous montrer comment transférer nos données en paramètres. On va faire plusieurs exemples dans VBA qui manipuleront ces données-là. Mais sachez ici que mon premier paramètre n'a pas d'éléments syntaxiques différents d'une valeur simple lorsque je l'ai placé en première position. Et mon coin gauche qui est ici se fait transférer au niveau de CG parce que les deux variables sont en première position. Alors que le coin droit qui est en deuxième position qui est là, il va être transféré au niveau de CD parce que CD est placé en deuxième position. Les deux paramètres ont été déclarés by ref et j'ai mentionné mon type complexe aux deux endroits également. Comme on vient de le voir, pour transmettre une donnée complexe en paramètres, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de placer le nom de cette donnée-là à l'intérieur de notre fonction dans la liste des paramètres. Même si ici ma donnée complexe est une imbrication, j'ai un type complexe qui contient des données complexes à l'intérieur, je n'ai pas besoin de mettre aucun élément syntaxique, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse ni de point lorsque j'appelle ma fonction, j'ai juste à placer le nom de ma fonction au bon endroit dans la liste des paramètres. Donc, si on écrit l'entête de ce programme-là, il s'agit d'une fonction parce qu'il y a un message qui va être retourné. On a déjà spécifié le nom de notre fonction lorsqu'on a établi la procédure de test et l'application. Comme on l'a mentionné, tous les paramètres doivent obligatoirement être reçus par référence lorsqu'il s'agit de données complexes, que ce soit des tableaux ou des structures, des types que vous aurez créés. Il faudra recevoir ces données-là par référence obligatoirement. Donc ici, je reçois une playlist quelconque. Ça pourrait être ma playlist d'entraînement ou celle pour m'endormir le soir. Ça n'a pas d'importance. Je devrais être capable d'afficher son contenu dans les deux situations. On doit spécifier le type de notre paramètre. Donc dans ce cas-ci, on utilise le type que nous avons défini en début de séance, la playlist. Et on sait que ce programme-là retourne une chaîne de caractères pour ensuite être affiché. Donc le type de retour sera une string. On peut tout de suite redéfinir notre chaîne de caractères qui sera transmise à la fin de la fonction. Donc, on prépare le squelette de notre programme. Comme c'était le cas avec les tableaux à une dimension, ici, ma playlist, c'est également un tableau à une dimension. Donc, on sait que pour accéder à l'ensemble de ces cases, on aura besoin d'une boucle for. Et les boucles for qui fonctionnaient sur vos tableaux à une dimension continuent à fonctionner même si on traite des tableaux qui possèdent des types complexes. Donc ici, on accède d'abord. Donc, pour passer sur chacune des cases, on devra aller de 1 au ubound. Et il faut s'assurer de spécifier notre tableau au niveau du ubound. La playlist n'est pas un tableau. Ici, si on retourne au niveau de notre expression courante, le type associé à une playlist, c'est playlist, justement. Ce n'est pas un tableau. On a un ensemble. Donc, puisque l'expression courante ici est une structure de données, est une donnée complexe, je dois spécifier un point pour venir choisir soit l'entier NB chanson ou bien le tableau list. On sait que list est un tableau parce que dans la description de notre type, des parenthèses ont été utilisées. Et puisque le ubound travaille sur des tableaux, je dois arrêter mon expression courante à ce stade-ci lorsque j'ai mon tableau de chansons. Donc ça ici, le ubound qui est là devrait me donner 42, puisque c'est le nombre de chansons qu'on avait défini avec le chargement des données. On peut l'essayer.
Donc, si on lance l'application, la variable complexe se transfère au niveau de notre premier paramètre. On voit ici qu'une playlist a un contenu, qu'elle contient 42 chansons. À l'intérieur du tableau, les 42 chansons sont inscrites. La dernière possède de l'information également. On voit que le U-Bound est capable de retrouver cet élément-là, 42. On aurait également pu se servir du champ NB chanson pour limiter notre boucle for. Dans les deux cas, ça reviendrait au même. Donc, en fait, on sait que notre boucle for est capable de gérer l'ensemble des indices, la position de chacune des chansons. Donc, on voudra venir inscrire ici les données qui sont à l'intérieur d'une première chanson. Et là, sachez que vous ne pouvez pas utiliser ça comme un tableau à 2 dimensions. Même si à l'intérieur de notre première case, il y a 4 informations ici, je ne peux pas faire une boucle en J pour me promener sur ces 4 éléments-là. Je n'ai pas le choix de nommer mes 4 éléments de façon individuelle. Donc, si je veux ajouter le titre de ma chanson à mon message, je dois partir de ma donnée complexe, qui s'appelle une playlist, accéder au tableau que je tente de parcourir, liste. Puisque mon expression courante est un tableau, je dois utiliser des parenthèses pour choisir un numéro de case, et on sait que le i va me permettre de passer sur le numéro de chacune de mes cases. Et là, mon expression courante a le type chanson. Une fois que j'ai choisi une des chansons de ma liste, je ne peux pas l'afficher, je ne peux pas l'ajouter directement au niveau de mon message. Ceci n'est pas une donnée simple. Pour aller placer le titre de ma chanson à l'intérieur de mon message, je n'ai pas le choix d'y aller manuellement. Puis, on va répéter ces instructions-là pour nos 4 valeurs. Ou on peut en faire juste 3 pour commencer. Là, on aura le titre, on aura l'album, puis on aura l'artiste. Ça va peut-être être mieux si on les inverse. Donc, on voit qu'au niveau de ma chaîne de caractères, je suis capable d'aller placer ma chanson. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'artiste et d'album au niveau de cette première chanson-là. On n'oublie pas de faire un saut de ligne pour préparer la prochaine écriture, l'écriture de notre prochaine chanson. Et lorsqu'on passe à la deuxième chanson, ben, les données, le titre, on voit que le titre s'est inscrit à côté, l'artiste également, l'album aussi, on fait un saut de ligne. Donc, on voit qu'on est capable d'ajouter nos éléments vraiment case par case. Et suite au transfert du message à la fin du programme, le message qui est contenu au niveau de ma variable dans la fonction se transfère par l'entremise de mon nom de fonction à mon application, ce qui me permet de l'afficher. Donc ici, il y a peut-être un peu trop d'éléments à afficher à l'intérieur de cette fenêtre-là pour que ce soit beau. Mettons qu'on réduit la largeur d'affichage. Je ne veux pas laisser ça comme ça, donc faisons un affichage qui a du sens. À la place d'afficher tous ces éléments-là, je vais venir placer la durée de ma chanson à côté du titre, mais si on le fait de cette façon-là, l'affichage se fait correctement, mais bon, c'est pas super beau ici à cause du format de date qu'on a utilisé. Donc, mettons qu'on veut arranger notre affichage, on pourrait définir une durée. Je prends le temps de définir la durée ici parce que j'aurai à la manipuler au niveau de mon affichage, donc ça va être plus simple de l'avoir dans une variable. On extrait la durée du tableau, puis ce que je voudrais afficher, en fait, c'est seulement les minutes et les secondes de ce timestamp-là. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le reste, c'est-à-dire les heures, d'avoir le AM ou le PM. C'est des artefacts qui ne m'intéressent pas. Donc, je veux plus avoir les minutes et les secondes. Et en faisant ça,
on a un affichage beaucoup plus sensé. On voit qu'on n'est pas capable d'afficher tout à fait les derniers éléments, donc il y a une limite de caractères qui peut être affichée au niveau de notre message box. C'est une problématique. Là. Ici, on voit là, que le titre de mon avant-avant-dernière chanson a été tronqué, puis les deux dernières n'apparaissent pas. C'est pas parce que la boucle est erronée, c'est parce qu'il y a une limite de caractères qui peut être affichée dans le message box. Donc, rendu là, ben, on a accès à Excel, c'est correct aussi, mais je voulais vous montrer que c'était impossible d'afficher une donnée complexe sans passer par le même type de transformation qu'on a fait au niveau de nos tableaux. Donc, c'est le même principe. On passe sur l'ensemble de nos données, on accumule à l'intérieur d'une chaîne de caractères l'ensemble des champs qui nous intéressent avant de le retourner pour afficher le message box au niveau de notre test. Faisons un autre exemple de fonction. Tentons de découvrir quelle est la chanson la plus longue à l'intérieur de ma playlist. Donc ici, on pourrait avoir une variable de type chanson qui va représenter celle qui a la durée la plus élevée. Comme on l'a vu sur le Lightboard, on peut récupérer une donnée provenant d'une fonction. On peut récupérer une donnée complexe simplement en la plaçant à gauche d'une assignation. Donc, on écrira ici la fonction obtenir chanson la plus longue. Pour réussir à faire mon analyse, j'aurai besoin de transférer ma playlist à la fonction pour qu'elle puisse l'analyser. Donc, si on porte attention à notre en-tête, ici, obtenir chanson plus longue, évidemment, est une fonction parce qu'elle retourne une donnée. Étant donné que notre sous-programme est placé à droite d'une assignation, on sait obligatoirement qu'il s'agit d'une fonction. Comme on l'avait fait précédemment, on peut transmettre un paramètre à notre fonction en utilisant le byref et en spécifiant le type de notre paramètre. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'une playlist. Pour transmettre une donnée complexe en valeur de retour, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'utiliser le type de ma donnée complexe. Donc, dans ce cas-ci, c'est une chanson que je veux retourner. C'est primordial que le type qui soit placé en valeur de retour corresponde au type qui sera défini pour récupérer cette valeur de retour-là. Dans le même ordre d'idée, notre résultat ici doit également être du même type. Puis, à la fin de la fonction, on doit s'assurer de transférer ce résultat-là à l'application. Donc, on vient de créer ici le squelette de notre programme. Si on lance notre application, oups, je n'ai pas placé le bon élément au niveau de mes paramètres. C'est une erreur que vous allez faire assez souvent. Ici, là, il ne faut jamais utiliser le type comme étant une variable. Playlist n'a pas été déclaré nulle part au niveau de mon programme. C'est plus un type qu'on a décrit dans la zone d'en-tête. Okay? Donc, la variable qui est de type playlist s'appelle playlist entraînement. Je suis allé trop vite quand j'ai fait mon appel. C'est important de placer la variable au niveau de notre paramètre effectif. Donc, le contenu de ma playlist d'entraînement se transfère dans ma variable une playlist. On l'a montré tantôt. Ici, j'ai bel et bien mes 42 valeurs. On a déjà géré le principe d'un maximum au niveau de nos programmes. On a déjà fait des exemples pour trouver la plus grosse valeur sur un tableau à une dimension. Donc ici, on pourrait émettre comme hypothèse que la plus longue chanson dans notre playlist, c'est la première. Ici, ça c'est encore une erreur que je fais pour vous démontrer qu'il faut faire attention au niveau de nos expressions courantes. Même si on tente de mettre la première chanson de notre playlist dans le résultat, une playlist n'est pas un tableau directement. Donc, il faut vraiment s'assurer de respecter la description qu'on a fait au niveau de nos types. On le voit à la déclaration de notre paramètre. Une playlist n'est pas un tableau. Je n'ai pas le droit d'utiliser les parenthèses tout de suite. Avant de pouvoir accéder à mes parenthèses, je n'ai pas le choix de placer un point pour choisir dans quel champ travailler. On veut aller chercher la première chanson de notre playlist, effectivement, donc il faut aller dans la liste de chansons. Et là, ça, c'est un tableau qui a été défini plus haut, donc c'est ici qu'on peut venir placer les parenthèses associées
à notre première case. Donc, en faisant ça, on a dans notre résultat une chanson de 3 heures, pas 3 heures, de 3 minutes 25 secondes. On devra faire l'analyse des 42 chansons. Donc, on pourrait encore une fois utiliser le U-Bound parce que je veux vraiment continuer à mettre l'emphase sur le fait que les tableaux à une dimension se parcourent avec la boucle I qui va de 1 au U-Bound. Donc, ici, le tableau qu'on a à parcourir, c'est la liste de chansons qui appartient à la playlist. Encore une fois, on ne peut pas juste mettre une playlist à l'intérieur du U-Bound puisque une playlist n'est pas un tableau, mais la variable une playlist contient un champ qui est un tableau et c'est ce champ-là qu'on veut parcourir. On doit comparer la durée de notre nouvelle case à la durée de notre résultat actuel. Donc, à toutes les fois qu'on a besoin d'aller chercher une donnée dans notre playlist, il faut repartir de la plus grosse variable, de la donnée la plus complexe. En plaçant un point suite à mon expression courante, j'ai le choix entre l'entier 42, qui n'a pas vraiment de sens dans ce cas-ci. Je veux plutôt aller chercher des données au niveau de mon tableau. L'expression courante une playlist .list est un tableau de chansons, donc je dois choisir une case entre parenthèses. En faisant ça, j'ai maintenant accès à la deuxième chanson de ma playlist, mais ça reste une donnée complexe. Moi, je vais vouloir comparer la durée de cette deuxième chanson à la durée de mon résultat actuel. Et si la nouvelle chanson trouvée dans la playlist a une plus grande durée, c'est cette chanson-là qu'on devra retourner à la fin. Donc là, on peut utiliser le copy-paste pour copier la chanson au complet au niveau de notre variable. Donc si on rentre dans la boucle, en ce moment, le résultat a une durée de 3 minutes 25. Dans ma playlist, la deuxième chanson a une durée de 3 minutes 23, donc la condition est fausse. 3 minutes 23, ce n'est pas plus grand que 3 minutes 25, donc on saute par-dessus. Au niveau de la troisième chanson, on trouve une durée de 3 minutes 50. Donc, puisque le 3 minutes 50 de ma troisième chanson est plus grand que le 3 minutes 25 de ma deuxième chanson, on rentre à l'intérieur. Et là, remarquez que je n'ai pas besoin de faire la copie de mon résultat champ par champ. Les 4 données qui sont ici vont être remplacées directement par les 4 nouvelles valeurs de la case lorsqu'on fait notre copie. Donc, on peut copier une donnée directement. On peut copier une donnée complexe directement sans problème. On n'a pas besoin de le faire champ par champ. À la fin de notre programme, on trouve une chanson de 5 minutes 40. On remarque que le transfert s'est fait adéquatement entre la variable résultat et la variable plus longue, étant donné qu'on est passé par l'entremise de notre fonction et que les types étaient cohérents. Donc, la chanson de 5 minutes 40 s'est transférée adéquatement au niveau de l'application. Puis, on peut aller vérifier dans Excel qu'il s'agissait vraiment de la plus longue durée. Donc, on a un 5 minutes 26 ici. 5 minutes 40 est là, puis on n'a aucune chanson de 6 minutes et plus. Donc, c'est bel et bien la bonne réponse qui a été trouvée par notre fonction. Faisons un dernier exemple au niveau de notre application pour démontrer comment travailler avec les tableaux dynamiques et comment retourner des données complexes. Donc ici, je vais vouloir obtenir une playlist avec un seul artiste. Donc le type de retour ou ce que ma fonction va me retourner, ce sera une playlist. Donc, je vais vouloir trouver l'ensemble des chansons pour mon artiste unique. Je vais baser mon envoi sur la playlist d'entraînement. Je vais aussi baser mon analyse, dans ce cas-ci, juste sur la plus longue chanson qu'on a découvert préalablement, juste pour avoir 2 types complexes au niveau de mes paramètres. J'aurais pu envoyer une chaîne de caractères ici, mais c'est un choix de design que je fais. Il n'y a pas vraiment rien qui est mieux, un ou l'autre qui est mieux.
Si on analyse notre en-tête actuellement, on sait que trouver chanson artiste est une fonction parce qu'on a placé notre sous-programme à droite de l'égalité. Si ça avait été une procédure, on en aurait fait un call. On sait que cette fonction-là a deux paramètres. Les deux paramètres sont de type complexe. Le premier paramètre est une playlist, effectivement. Donc, playlist entraînement est de type playlist. Il faut que ce paramètre effectif se transfère dans un paramètre formel correspondant. Donc, par obligation, mon paramètre doit être déclaré par référence et doit posséder le même type que la variable qui va servir à initialiser mon paramètre. C'est pour cette raison-là également qu'on va utiliser un byref pour le deuxième paramètre, parce que la variable plus longue est une donnée complexe. On va baser notre analyse sur la chanson d'un artiste, et donc ce type-là est le type chanson qu'on avait défini au début du cours. Et la fonction doit retourner une playlist également. Donc, comme on a pris l'habitude de le faire depuis le début de la session, à toutes les fois qu'on fait une fonction, on se définit une variable résultat qui a le même type que notre valeur de retour et que la variable qui sert à récupérer cette valeur de retour. Puis, je vais tout de suite prendre le temps de venir transférer mon résultat au niveau de mon nom de fonction pour être sûr de ne pas l'oublier. Maintenant, on ne sait pas d'avance combien de chansons il y aura au niveau de notre playlist. On va les découvrir au fur et à mesure qu'on va faire notre analyse. Donc, dans ce cas-ci, il faudra savoir combien de chansons ont été trouvées afin de gérer la taille de mon tableau. On ne sait pas si on va retourner une playlist de 5, 6, 10 chansons. Ça va dépendre de notre analyse. Par contre, on sait que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé aucune chanson, donc on peut initialiser notre variable à 0. Donc, si on lance le programme, on remarque que ma playlist contient les mêmes 42 données qu'on a définies plus tôt dans la séance. Et je veux encore parcourir ces 42 données-là. Donc, on peut faire le même for qui va de 1 jusqu'à notre nombre de données. Donc, oui, on pourrait utiliser le ubound, mais ici, je veux montrer une alternative. Donc, on a le nombre de chansons ici qui vaut 42 et qui nous permet d'obtenir la même information. Donc, qu'on utilise le ubound ou qu'on utilise le champ de notre variable, dans les deux cas, ça revient au même. On prend le temps de déclarer notre itérateur. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver toutes les chansons qui ont le même artiste que celui qui a été reçu. Donc, en fait, dans ce cas-ci, je veux trouver toutes les chansons réalisées par Linkin Park. Donc, il faudra faire une comparaison entre l'artiste qu'on a reçu et je voudrais trouver toutes les chansons de ma playlist qui correspondent à cet artiste-là. Encore une fois, il faut repartir au niveau de notre variable complexe. On met un point pour accéder à notre tableau. Puisque mon expression courante actuelle est un tableau, je place un numéro de case entre parenthèses avant de pouvoir utiliser le point afin de sélectionner mon type simple qui devra être comparé au niveau de l'artiste de la chanson reçue. Ici, on voit qu'après quelques tours de notre boucle, il n'y a toujours pas d'artiste qui a été trouvé. On passe dans le vide au niveau de nos comparaisons. On a tout le temps un artiste cherché qui diffère de l'artiste de notre chanson actuelle. Je vais laisser la boucle dérouler jusqu'à ce qu'elle trouve une première artiste valide. J'utilise le compteur qui est ici comme d'un point d'ancrage pour mon point d'arrêt. Donc, si on laisse le programme rouler, on voit que à la 20e chanson, on trouve une chanson qui est écrite par l'artiste qui nous intéressait, l'artiste qu'on avait reçu en paramètre. Alors, on va vouloir copier
la 20e case de notre tableau à l'intérieur de notre résultat. On voit pour l'instant que le résultat est vide, donc ça va être pas possible de copier tout de suite la 20e case. Si j'essaye de le faire, VBA va nous lancer une erreur. Donc si j'essaye de placer dans la première chanson de mon résultat la 20e chanson qu'on vient d'analyser, dès qu'on tente d'exécuter cette instruction, VBA nous dit qu'il y a une des deux bornes qui n'est pas dans les limites du tableau. Pourtant, on sait très bien que le I qui est ici, le 20, il est à l'intérieur des 42 cases de notre playlist, donc ce n'est pas lui le problème. Mais le 1 qui est ici n'existe pas au niveau de notre liste. On le voit, c'est un tableau qui est encore vide. Donc, on va se servir du compteur qui est là pour indiquer qu'on a commencé par trouver une nouvelle chanson. C'est plus vrai qu'on a 0 chanson de trouver, on vient d'en trouver une première. Donc, on peut ajuster notre compteur pour indiquer notre découverte. Et on va profiter de la valeur de notre compteur pour agrandir adéquatement le tableau de résultats. Donc ici, on vient donner une première case à notre liste. Et on peut aussi se servir de notre compteur comme d'indice d'écriture pour transférer la 20e chanson analysée dans la première chanson trouvée de notre résultat. Puis on voit ici que la chanson Bleed It Out, écrite par l'artiste qu'on cherche, s'est transférée au bon endroit. Si on poursuit l'analyse, le prochain artiste n'est pas le bon, le suivant non plus. Lorsqu'on arrive à la 23e chanson, on trouve un artiste adéquat. Donc, on vient modifier le compteur. Maintenant que le compteur est passé à 2 cases, ça donne bien parce qu'on a besoin d'une deuxième case au niveau de notre tableau de liste. Donc, on peut faire accroître le tableau de résultats en fonction du compteur de chansons. Cette variable-là représente à la fois la taille du tableau, qui croît itération par itération à chaque fois qu'on trouve un bon artiste. Et le compteur sert aussi de valeur d'écriture. La première case a été écrite il y a quelques itérations. Maintenant que je viens de créer une deuxième case, c'est dans cette deuxième case que je veux copier ma chanson analysée. Donc la 23e chanson se copie dans la deuxième. C'est important ici d'utiliser le même compteur au niveau de nos 3 instructions. On appelle ça une recherche par accroissement. Donc on voit que la deuxième chanson se copie également. Si on fait un prochain tour de boucle, l'artiste n'est pas le bon, tandis que la 25e case, elle est correcte également. Donc, on trouve une 3e chanson, ce qui permet d'agrandir le tableau et de copier la 3e chanson au niveau de notre résultat. Sauf que là, je suis tout le temps en train de regarder seulement la dernière valeur. Si on remonte au niveau de notre tableau, on se rend compte qu'on a perdu nos 2 premiers résultats qu'on avait trouvés au préalable. Et ça, c'est à cause du redeem. Ici, là, si on prend le temps d'exécuter le redeem, si on prend le temps de trouver une nouvelle chanson et d'exécuter seulement le redeem, oui, je viens de trouver une 4e chanson, oui, je viens d'agrandir mon tableau à 4 cases, mais regardez, les 3 premières cases sont perdues. On se rappelle que quand on fait un redeem, l'ensemble des données du tableau s'efface. Alors, pour régler ce problème-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de conserver les données qu'on trouve au fur et à mesure de la boucle avec la valeur preserve. Et de cette manière, quand on termine notre programme, dans la playlist de notre artiste unique, on a trouvé les 5 chansons dans la playlist totale qui étaient écrites par l'artiste qu'on cherchait. Et là, les données ne se sont pas effacées. Nos 5 cases sont complètement remplies. Au lieu d'utiliser l'explorateur de variables, on pourrait consulter la playlist avec le message box comme on l'avait fait tantôt. Il suffit juste de changer le paramètre qui va être transmis à ma fonction d'affichage. Puis lorsqu'on exécute ça, on voit que les 5 titres qui sont ici ont bel et bien été écrits par le bon artiste.